This is an example of an abandoned building. Used to be offices, completely flooded permanently. It's quite obvious that this is not the natural causes, yeah. So it's more like human impact 30 years from now, yeah. So it's 40% of the total area of Jakarta will be flooded. Actually, we want to have a new image of our capital city. We want to have a smart city, certainly, green, beautiful, and sustainable. Because of the expansion of palm oil, combined with coal mine, there's been a very serious decline of the areas of forest in East Kalimantan. So we need to keep the remaining forest. We need to keep the remaining orangutan. I was happy I arrived here in France, but the most challenge now is where to go and where to start, where to stay, where to sleep. That was the most challenge for me because I don't know anybody. So I stay here, and then when the night arrived, the Red Cross came here to give some food, cafe, some bread. And when I see the people lining up here, I came here because I was feeling hungry. And the people who are eating here is the people who they stay in the train station also, like me. I came for the World Junior Championships in Annecy, 1998, and I win a silver medal. 1998, it was a good memory. So that is the reason why I'm here, because I had lost my hope when I was in Kenya. I spent my night staying in the train station. I was just sleeping here in the chairs. This is where I spend most of the time, in the bibliothèque, just for check internet and sleep in the chairs in Kenya. During my career of running internationally, I built my house and apartments for investment, for have some money every month, you know. And when I lost all these things during the politics problems, when everything was burned down, my house was burned down, my properties, everything, I lose everything. And to start again from zero, it was not easy. It was very, very difficult moments. This is where you eat, you see the people, they are eating here. So it was my first time to eat lunch here after 3 weeks. So you can imagine, yeah. This chair, I remember this chair. Yeah, this chair. It's the place where I normally, when I finish lunch, I come and sit down here to figure out what next. When I call 115, they give me a place where to sit at first. So I stay there almost 10 days, sitting in the chair. And after they give me a place in 115, but during the day you are not supposed to be there during the day.
bibliothèque lunch. So that is my movement before I know the park. This is Paraly. It's a very big park. When I arrived this place, I was so happy when I see this place. I said, wow, this is a good place to run. This is where I was looking for. This is awesome. And that is where I start beginning running here. I begin running here, training here. This is where I spend all my time in the park, sleeping here, go for my training. After, when I finish my training, I go to eat. When I finish eat, I come back again here. So this is my point where I spend the rest of my time here. If you have hopes and you are positive in your mind for whatever you are doing, not only running, anything you are doing in life, if you are positive in your mind, you can achieve what you want in your life. So this is where I can say my story, where I meet my coach. I meet my coach here. He was standing in this place, and I was coming over there. I come over there and I meet them here. He was standing here, and Hassan was doing some speed work here in this tartan. He was doing some speed work, and I say, wow, this boy is very strong. I see the way he's running. And then he started asking me some questions. What do you run? What is your name? And I give all my details. And the following day, he tell me we can meet here in the same point. So that is where my life starts, and we get to know each other with Bastian. It was like a relief for me, because I say, yes, I find the right people. This is the people I wanted to join them. You know, I was so happy when I find Bastian and I find Hassan Shadi. And that is the reason why I came back, and I improved my time, and I improved my running. I used to stay in Guillaume Place. It's just up there, the last house up there. I was in Paris because I was invited by the father of Guillaume to go for competition. I go to run some races there. When we finish running, after the father of Guillaume say, my son is living in Lyon, and I can send you there to meet him, and you can meet him there, and you can stay in his place, and this is where my life started changing from here in my running career, because I had to have a place where I can sleep, I can rest, you know, go for my training, come back and rest. So everything started changing, and I started improving in my running. I'm starting now preparing my mind that now I'm going to the long distance, from semi-marathon to full marathon. I hope the Federation for France will consider me to run for this country, and to make it also to Minister for Sports to consider me to bring a medal for this country. Yeah. And to take the flag for this country, because that is my dream, that one day I will represent this country, because I love this country, because this is where I start my life. Des livres de Breton, le plus intense aussi, c'est l'amour qui vient tout expliquer. C'est ça, c'est cette photo. C'est la seule photographie connue de Parce qu'en russe, cela est le commencement du mot espérance, et parce que ce n'en est que le commencement. Nadja était danseuse, courtisane, vivait de petits contrats. Elle était dans un état de pauvreté à ce moment-là. Le 4 octobre dernier, à la fin d'une de ces après-midi tout à fait désœuvrée, très morne, comme j'ai le secret d'en passer, je me trouvais rue Lafayette. Nadja probablement était dans un état similaire, un petit peu vacillante, à la limite du délire, et c'est ce côté un petit peu fascinant de cette rencontre, c'est-à-dire que
Nadja devient plus surréaliste que Breton. C'est-à-dire qu'elle est productrice d'images très fortes et qui bouleversent Breton, qui lui-même les encourage. Tous les sujets d'exaltation propres au surréalisme convergent à ce moment vers l'amour. L'amour fou est au centre de l'éthique surréaliste, et dans le sens où le surréalisme, ce n'est pas qu'un mouvement littéraire, c'est une philosophie de vie. Le côté prophétique de Nadja, prophétique, c'est toujours un peu aux limites du délire aussi. Au mois de mars 1927, elle sombre dans la folie, elle a un épisode délirant dans son hôtel et elle est enfermée. C'est un peu la tragédie de cette femme, c'est qu'elle ne sortira jamais de cet enfermement. Et comme beaucoup de personnes hospitalisées dans des institutions psychiatriques, elle va mourir au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Probablement de faim en fait. Donc Breton, au moment d'écrire Nadja, est face à cette catastrophe. Et c'est ce qui explique aussi l'intensité de l'écriture telle qu'on voit sur le manuscrit, c'est-à-dire qu'il y a une vérité par rapport à soi-même qu'on voit dans la rigueur extrême de l'écriture. Donc c'est à la fois une écriture qui est intense et en même temps très raturée, chaoteuse, difficile pour Breton. Donc c'est facile et empêché en même temps. C'est ce paradoxe qui est vraiment bouleversant avec ce manuscrit. C'est le soulagement pour Breton, c'est-à-dire qu'il le fait lire vraiment en sortant, enfin en descendant du train. Vraiment, ses amis sont rassemblés à la gare et il commence la lecture de Nadja. Et rentré à Paris, Breton se met à rassembler tout l'aspect iconographique du récit, puisque c'est une des caractéristiques majeures de Nadja. C'est non seulement cette rencontre amoureuse, mais l'usage très novateur qui est fait par Breton de l'image, qui vient ponctuer le récit pour éviter la description. Et Breton, évidemment, a mis un soin maniaque dans le choix de ces images. C'est cette dernière partie qui explicite ce qu'a signifié pour lui son aventure avec Nadja. C'était l'annonce de l'amour, mais ce n'était pas encore l'amour. C'est pas très sympathique pour Nadja, mais c'est comme ça que Breton l'a vécu. Et il ne faut pas oublier que c'est un récit avant tout de l'authenticité et de l'analyse de soi. La dimension charnelle de l'histoire d'amour entre Breton et Nadja. Même Julien Gracq, par exemple, a trouvé que Breton se reniait par cette réécriture. À plusieurs reprises, Breton a reçu des lettres de femmes qui se prétendaient Nadja. C'est des femmes qui étaient folles, qui étaient internées et qui étaient tellement prises par le mythe Nadja qu'elles finissaient par s'identifier. Et dans une de ces lettres, vraiment à la fin de sa vie, Breton n'est plus très sûr de son prénom, de son vrai prénom. Je crois que le vrai nom de Nadja devait être Hélène Delcourt. Hélène, voilà. C'est quelque chose qui, même pour Breton, à ce moment-là, fin des années 50, début des années 60, se déréalise un petit peu dans un mythe. C'est ce côté aussi un peu triste de ce récit, c'est à quel point cette femme qui a existé pourtant a disparu. You know, I've been very lucky as a songwriter. Right now, I like a few of those songs we have written that become hits, some that become standards. Of course, we know that all of our compositions are among your favorites.
Pas du tout. Les engagés de la politique veulent bien qu'on agisse ou qu'on tue à leur place, mais à la condition qu'ils gardent le droit de dire que ça n'est pas bien du tout. Il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. C'est comme si tout d'un coup, Camus lui-même en personne me dit « Écoute petit, tu veux être artiste, ça se passe comme ça ». La liberté est pour moi le droit de ne pas mentir. C'est la définition la plus actuelle que je connaisse à ce mot.
assisté à l'horreur, qui ont subi l'horreur. Alors on m'a dit, la parole d'un enfant n'a que très peu de valeur aux yeux de la justice française. En recevant la je le confirme. distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant Nous sommes à un stage de résilience. Ici, une vingtaine d'enfants agressés sexuellement viennent avec leur famille pour se reconstruire pendant une dizaine de jours. C'est la première fois que des journalistes sont invités à venir filmer ce séjour, mais dans des conditions très particulières, comme vous pouvez l'imaginer. Vous ne verrez pas les visages de nos témoins et vous ne saurez pas non plus exactement où nous nous trouvons par crainte des représailles de leurs agresseurs. Moi, ma fille, ça faisait depuis plusieurs semaines qu'elle avait des troubles du comportement. Elle se griffait le visage, Pardon. Des fois, on était à 2 pour la maîtriser, pour pas qu'elle se blesse. À 3 ans, 3 ans et demi. 3 ans. C'était devenu un petit garçon. Je prends le relais. Allez. Je prends le relais. Ouais. Moi, le mien, en fait, à partir du mois de décembre, il a commencé à être agressif, à faire des colères, à être ingérable. Il était devenu ingérable, on ne comprenait plus, on l'avait complètement... Enfin, on était en train de le perdre complètement. Je devais jamais lui tourner le dos parce qu'en fait, sinon, il me mettait des choses dans les fesses. Mais tout le temps. Julien et Jeanne, vous, comme 80% des agressions sexuelles sur des mineurs, ça a eu lieu dans la famille. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé? Notre fils a été agressé par son grand-père. Ça a été un déchirement de donner son nom, ça a été très dur pour lui, mais il a été courageux et il l'a fait, quand il l'a dit, il l'a fait en disant « je veux protéger ma sœur pour pas que ça lui arrive, donc c'est pour ça que je donne le nom ». Voilà, et donc c'est un super héros. Maintenant, votre père, vous en parlez comme de l'agresseur? Oui, c'est plus mon père en fait. Enfin moi, mon père, il y a une tête de mort en fait sur mon père. Vous avez fait un faux profil Facebook pour séduire sa propre fille? Exact, exact. Ça a commencé vraiment par cette sorte d'intimidation. Je sais du coup que tu draguais quelqu'un via Internet, donc tu ne peux rien dire. Papa est au courant, en plus cette personne c'est moi. Il avait sa garde un week-end sur 2 et la moitié des vacances et c'était tout le temps. Et c'est le genre de papa qui racontait une histoire à ses petites filles tous les soirs au lit. Donc il avait sa deuxième en face de lui, son aîné contre lui. Et ces histoires étaient très dynamiques, genre des histoires de cheval au galop. Donc la deuxième ne comprenait pas en fait le visage très vite de sa grande sœur et voilà. Le maître me mettait des fessées, il baissait ma culotte, il changeait sa main de sens, il me faisait mal. La petite a été contente parce que c'était son amoureux. Des gamins de 3 ans qui ont assisté à l'horreur, qui ont subi l'horreur et en plus qui doivent se démerder pour se rhabiller et puis aller faire la sieste, les petits. Il a raconté que s'il parlait, il allait venir nous tuer pendant la nuit, qu'il tuerait son frère, qu'il y avait une sorcière qui allait venir prendre son âme, enfin voilà, on raconte ça à un enfant de 3 ans, forcément, il peut être terrorisé. L'éducation nationale a organisé une réunion pour nous expliquer évidemment qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et il y a eu des psychologues scolaires qui étaient là, donc je me suis dit bon, je vais y aller et tout. Ah ben non, ils m'ont dit non mais vous inquiétez pas, vos filles sont petites, elles vont oublier. Ah, ils m'ont dit ça. Donc j'étais dans tous mes états, j'ai pas pu rétorquer, enfin, ils m'ont cassé là. Et là le procès n'est pas encore terminé, on est en plein dedans. Comment ça se passe au niveau de la justice? Il y a un grand sourire. Alors, la justice, comment dire, la justice ou injustice en fait. On est passé comme des coupables à la barre devant le juge. Alors on m'a dit, la parole d'un enfant n'a que très peu de valeur aux yeux de la justice française. Et je le confirme.
Et il y a eu l'expertise psy, c'est son père qui y est allé. Et il lui a montré une photo d'une poupée que avait peint une semaine après la rentrée. Et une poupée tellement effrayante qu'on l'avait surnommée Chucky. Et la psy, pour elle, ça allait quoi. Et donc on est allé en appel. Alors vous, on vous a reconnu ce statut de victime, mais lui, le statut d'agresseur, il n'est pas encore officiel. Parce que là, il vit dans quelles circonstances aujourd'hui? Il vit bien, il est au soleil. Depuis 2 ans et demi, les expertises disent qu'il est pervers narcissique, il y a des violences sexuelles, que potentiellement dangereux psychologiquement, et puis en fait, il est dehors, quoi. Tout va bien. Ce mec, après tout, il a agressé que 50 gamins, on s'en fout, il est pas dangereux pour la société, quoi. C'est complètement délirant. C'est quoi le problème en France, quoi? En France, en 2015, l'INSEE estime que 154 000 enfants ont été victimes de viols ou d'attouchements sexuels. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 2 enfants par classe. Sur ces enfants, seulement 4% des victimes portent plainte. Seulement 30% de ces plaintes sont instruites et sur ces 30%, seulement 10% aboutissent. Au total, c'est 0,3% des victimes qui arrivent à condamner leurs agresseurs. 0,3%. Autant dire qu'en France, la pédocriminalité est un crime quasi impuni. La France, dans ces dossiers-là, est presque le dernier de la classe, enfin en tout cas en Europe. Je le regrette énormément parce que le nombre des victimes en France est très grand. On ne croit pas du tout les enfants. On pense que les enfants mentent, le parent protecteur ment, ceux qui les croient mentent, les experts mentent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une épidémie de gens menteurs en France, c'est pas vrai. Dans les clubs, les associations, tout ça, ça grouille de pédophiles, quoi. Ils sont pas punis. Faut que ça avance en France, en fait. Faut vraiment que ça avance. Faut déjà que les victimes sachent qu'elles sont innocentes, qu'elles y sont absolument pour rien. Il n'y a pas de honte à avoir été agressée, il n'y a pas de honte à avoir été violée. Faut parler. Les gens seront portés tôt ou tard. Mais par pitié, faut parler parce que tant qu'on va garder ce silence et cette espèce d'omerta dessus, ça va pas s'arranger et ça va aller de mal en pis. Les personnes qui vont regarder ce reportage et si elles ont été victimes de ces agressions, si ça peut les aider, leur permettre de parler. Et c'est important de savoir qu'il y a des gens qui peuvent aider. Elle a réussi à parler procès et c'était peu de temps en fait après ce premier séjour de résilience, donc un super travail avec tous les intervenants. Vous sentez sur le chemin de la reconstruction, de la résilience aujourd'hui? Est-ce qu'on peut y arriver? Quand je la vois aujourd'hui, j'ai aucun doute aussi sur le fait que c'est possible de se reconstruire quand on a été totalement détruit. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors, résultat, c'est bon. J'ai passé 2 heures dessus et il repart pour une nouvelle vie. Tous ces produits auraient pu être détruits, mais nous, on va les réparer, leur donner une seconde vie, et je vais vous montrer comment. On récupère environ 1200 tonnes par an d'équipements électroménagers. Ce sont des appareils dont le propriétaire s'est débarrassé pour vouloir acheter un appareil plus récent. Ça peut être des appareils qui sont en panne ou des appareils qui ont été jugés trop chers à réparer. Les déchets électriques et électroniques sont particulièrement polluants, donc ce sont des déchets qui sont difficiles à recycler. En les rénovant, on évite le gaspillage et sur le plan écologique, c'est ce qui est le moins coûteux en ressources et en énergie. Lorsque nous avons déchargé les produits de l'appareil. Sur la centaine de produits qu'on a collectés ce matin, malheureusement, une partie n'est pas réparable. Donc elle va être envoyée dans la filière de recyclage. Ces produits vont être broyés, fragmentés, et les fragments vont être valorisés sous forme de matière ou d'énergie. Ici, nous entrons dans les ateliers. C'est là que les appareils sélectionnés par Dominique seront réparés. Bonjour Hervé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire sur cette machine ?
Alors cette machine a été diagnostiquée défectueuse au niveau de son module de puissance. C'est la carte électronique. La carte électronique. Au niveau mécanique, elle est parfaite. Oui, elle est parfaite. La structure n'est pas rouillée, elle n'est pas cabossée. Donc pour l'instant, on la laisse en stand-by. Elle est en stand-by. On attend de récupérer une carte qui fonctionne. On pose la pièce. Et avec 2 appareils, on en fera un seul. Exactement. Cette année, dans nos ateliers, nous avons rénové environ 3500 appareils. Des fours, des lave-linges, des réfrigérateurs. Tous ces appareils étaient auparavant destinés à la destruction. Ça représente environ 175 tonnes de déchets évités. Allez, on ensemble. Il y a un flic qui la pompe, on va changer la pompe et pièce à les morts. Donc, faut que je la change avant de faire autre chose que mon stock ici. Et là, je vais pouvoir chercher ce qui va aller pour le remplacer. Lorsqu'un appareil n'est pas réparable, on essaye de récupérer un maximum de pièces détachées dessus. On les stocke ici. Là, vous avez des cartes de congélateur, des thermostats, des cueillettes. Elles seront réutilisées pour réparer d'autres produits. En plus de son impact environnemental, notre activité procure un bénéfice social. Sur les 32 salariés qui travaillent actuellement pour l'association, 21 sont en contrat d'insertion. Ça veut dire 21 personnes qui étaient en rupture avec le monde du travail, qui sont formées, accompagnées en vue de leur retour à l'emploi durable. Ici, on se retrouve en bout de chaîne dans notre magasin où seront exposés tous nos produits. L'occasion, ça permet d'acheter moins cher, environ 50% moins cher que le prix du neuf, mais ça ne veut pas dire que les produits durent moins longtemps. Nos produits sont tous garantis entre 1 et 3 ans. Un modèle linéaire de production, vente, consommation, destruction, extrêmement gourmand en ressources. On sait que ces ressources ne sont pas illimitées. Envie propose aujourd'hui un modèle alternatif, qui est un modèle circulaire où on transforme des déchets en ressources. Les besoins réels. Parce que finalement, l'être humain a besoin de quoi? Il a besoin de nourriture, il a besoin de vêtements, il a besoin de maisons, d'être abrité, et il a besoin d'être soigné quand il est malade. Voilà, c'est les 4 besoins incontournables qui s'appliquent absolument à n'importe quel être humain, où que ça soit sur la planète. Voilà, ça c'est le besoin réel. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le superflu, c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas forcément vitaux. Et le drame de l'Occident, c'est que ces éléments, ce superflu, est énorme. On dit globalement que la production collective dans les pays riches, dans les pays prospères, il y a à peu près 30 à 40% de déchets, c'est-à-dire d'éléments qui sont absolument inutiles et qui remplissent les déchetteries et qui en fait épuisent en même temps les ressources, mobilisent de l'énergie humaine, mobilisent de l'argent, etc. pour rien. Voilà. Est-ce que ça... Some news that will delight you. Murder is not dead. I do not refer to the ones splashed all over the front pages. Those are in such bad taste. I refer to those exquisite murders that have a touch of the bizarre.
qu'il y a un ventriloque dans la salle. Parce que cet enregistrement, la voix est déformée. Et du coup, les gens, ils pensaient que c'était du trucage. People thought that it was a trick, that there must be somebody hiding inside the box speaking through it. Man hat gedacht, das ist Hexerei, sie sind mit dem Teufel im Bunde. Now the cylinder is covered in these tiny threads or worms of wax shavings, which is called swarf. Just blow it away. When you play that back, you put the process into reverse with something that reads. In this case, it's like a rounded little ball, a ball sapphire, and that is vibrated by the bumps in the groove, and that vibrates the diaphragm. Emil Berliner, il rentre dans l'aventure par rapport au disque. Il faut une gravure suffisamment en profondeur sur une surface d'un disque plat. Within about 3 years, he's created a company. They have the ambition, they've got the energy, the optimism, but soon they have the capital, and they begin making recordings throughout Europe and setting up branches throughout Europe. By 1900, they have a branch in Russia. So they're really expanding. It's a little bit like the internet. The early recording technology was very different to what we're used to today. There were no microphones, there was no electricity involved. So the early studios were quite different to what we're used to. The recording technology was very insensitive. To be heard, you had to make a very loud sound, very close to the horn. To record multiple instruments together, you had to ensure they were the correct distance away from the horn, because there was no other way of adjusting it. Innovations that the Berliner people made over what Edison did was that the Berliner people understood the importance of the singer. In the early days, there was a great deal of suspicion, partly because people wondered, well, if I sing the song once and then everyone can buy that record, who will ever pay me to sing it a second time? And isn't this a novelty? Wouldn't I cheapen my great artistry if I sang for this novelty? Die Schallplatten wurden immer billiger, es gab immer breiteres Repertoire und so wurde es immer größer und größer und größer. Also ich würde sagen, ab 1904 war das Grammophon wirklich total verbreitet, jeder kannte es. Nachdem es immer billiger wurde, ist es auch dann in die... The 78 format spanned approximately 60 years. For one format to last that period of time, they must have been doing it right.
couloirs de feu, retenus par la route pour quelques minutes encore. Cet incendie fait partie des 150 qui ravagent simultanément l'État le plus peuplé d'Australie, la Nouvelle-Galles du Sud. Pourquoi ces incendies? La quasi-absence de pluie l'hiver dernier a rendu la végétation exceptionnellement sèche et vulnérable. Des vents violents, combinés à des températures extrêmes, font que la moindre étincelle se transforme en brasier. Des dizaines d'incendies démarrent en même temps, impossible de les combattre tous. L'ampleur et la vitesse de propagation de ces incendies, la manière dont ils se renforcent, on n'a jamais vu ça. C'est sans précédent, nous devons l'accepter. Comment les maîtriser néanmoins? 3000 réservistes vont être déployés. Ils s'ajoutent aux 2000 militaires déjà en action. Mais hélas, selon ce spécialiste de la physique des feux, ils ne pourront pas faire grand-chose. La puissance de ces feux dépasse de 10 fois les limites de capacité d'efficacité des moyens aériens. Donc même des hélicoptères, des avions bombardiers d'eau sont inefficaces. C'est comme si vous arriviez avec un petit tuyau d'arrosage. Les feux pourraient donc durer jusqu'à fin mars avec l'arrivée des pluies. Quelles sont les conséquences? 24 morts, 100 000 personnes évacuées, des forêts complètement détruites. Ces incendies auraient déjà tué 480 millions d'animaux. Parmi eux, 8000 koalas. Ces images de ce rescapé, brûlés, ont ému le monde entier. Autre conséquence, la pollution atmosphérique. Les Australiens suffoquent sous les nuages toxiques. Le seuil de dangerosité est largement dépassé.